vous accueillir tous à notre institut, le PISAI, pour cette conférence inaugurale d'une chaire, celle de la Méditerranée, qui est nouveau dans cet institut. Donc, nous sommes vraiment honorés d'avoir vous tous ici et tous les amis pour ce moment significatif. Alors, au nom de notre grand chancelier et du dicaster pour la culture, j'aimerais vous dire un grand bienvenue et nous souhaiter à nous tous un bon, une bonne soirée ce soir. Et sans trop tarder, je vais donner la parole au président de notre institut de dire ce qui nous rassemble ce soir. Merci. Merci, Père. Et je donne la parole, si vous me permettez, au monsieur Marcel Escure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le supérieur général des missionnaires d'Afrique, Monsieur le président du PISAI, Monsieur le titulaire de la chaire Méditerranée, religion et société, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur l'ambassadeur de Monaco, et les responsables de la curie, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les regrets de Madame Florence Mangin, l'ambassadrice de France auprès du Saint-Siège, qui n'a pu se joindre à nous ce soir en raison d'un déplacement professionnel à Paris. Elle a suscité et soutenu ce projet dès son origine, en particulier à un moment crucial lors du déplacement à Marseille du Saint-Père et de sa rencontre avec le président de la République française. Aujourd'hui, Madame Florence Mangin souhaite réaffirmer par mon entremise toute sa satisfaction de voir le projet franchir aujourd'hui une étape décisive. En effet, cette conférence inaugurale du professeur Avon marque les débuts de la première année d'activité de la chaire Méditerranée, religion et société, hébergée par le PISAI et soutenue par l'Institut français Centre Saint-Louis, son partenaire institutionnel principal, dont je salue le directeur, M. Laurent Toulouse, conseiller de coopération de l'ambassade. Je tiens à souligner aujourd'hui le caractère pionnier de ce projet, qui associe le Saint-Siège et la France pour favoriser, via la coopération universitaire et le partage de connaissances, les sujets les plus désintéressés, les plus généreux que l'on puisse concevoir, le dialogue en Méditerranée face aux conflits, aux tensions qui affectent et qui endeuillent notre mer commune. Les événements tragiques survenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023 appellent sans relâche et plus que jamais la recherche de la paix et de la justice dans cette région du monde qui a vu naître les trois monothéismes. C'est dans cet esprit de paix et de justice que la France a reconnu récemment l'État de Palestine et espère que les négociations en cours qui ont déjà permis la libération d'otages et de détenus déboucheront sur la fin des terribles tensions et violences qui ont ravagé ce territoire. Nous sommes convaincus, d'autre part, que dans la recherche de la paix au Proche-Orient, les échanges intellectuels, tout comme le dialogue interreligieux que favorise le PISAI, constituent des ingrédients essentiels, car ils sont la clé de la meilleure compréhension entre les peuples, entre les sociétés civiles, sans lesquelles ne saurait exister de paix durable. Cette paix en profondeur, cette paix désarmante que le Saint-Père appelle de ses voeux. Ce projet de chaire a également pour but de défendre, de promouvoir la francophonie. Et je voudrais remercier très chaleureusement le père Wassim Salman, président du PISAI, qui a accepté de relever le défi en accueillant la première chaire jamais créée dans l'histoire de l'institution depuis 1926.
L'Institut des belles lettres arabes, dont est issu le Pisaï, a été fondé en effet à Tunis à cette date par les Pères Blancs, une congrégation missionnaire française bien connue, au rôle historique essentiel, dont je salue le supérieur général et qui demeure foncièrement attaché à notre langue et à tout ce que porte la langue, la culture, la rencontre, la spiritualité. Je voudrais remercier également le professeur Dominique Avon, son premier titulaire, qui a élaboré un programme scientifique autour des villes méditerranéennes et des échanges interreligieux qui se produisent en leur sein. Sa rigueur académique ainsi que sa connaissance profonde de la région et de ses enjeux donneront à cette première année, je n'en doute pas, une qualité particulière. Je n'aurai Je n'omettrai pas de saluer à cette occasion les membres du conseil scientifique, sans lesquels ce projet n'aurait pu voir le jour, et qui ont accompli dans un climat de confiance exceptionnel un travail remarquable de préparation et d'organisation. Le projet rassemble et mobilise 16 universités à ce stade et centres de recherche partenaires sur le pourtour de la Méditerranée. Il peut compter sur l'appui déterminant, vous le savez, du Centre Saint-Louis, et donc de notre ambassade, ainsi que des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, et du groupe CMA-CGM, dont je salue le représentant. Enfin, il bénéficie du concours précieux d'un diplomate français, notre collègue l'ambassadeur Roland Dubertrand, détaché par la France auprès du Pisaï, et dont je salue l'engagement. Cette conférence marque le début des activités de la chaire, qui comprendra en 2025 et 2026 4 autres événements, dont une université d'été, ici, au Pisaï, en juillet 2026. Elle regroupe autour du professeur Avon 25 étudiants venus des rives nord et sud de la Méditerranée. Des étudiants que nos universitaires partenaires des deux rives nous ont aidés à sélectionner. Jeunes doctorants en provenance d'Italie, de France, d'Espagne, du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, du Liban, de Turquie et de République démocratique du Congo. Ils représentent ensemble toute la diversité du bassin méditerranéen et au-delà, et différentes disciplines en sciences sociales et humaines. Il faudrait, au nom de l'ambassadrice près du Saint-Siège et de toute notre équipe, former les vœux les plus chaleureux pour le succès de cette chaire et pour sa pérennité dans le paysage intellectuel et universitaire romain et méditerranéen. Je vous remercie. Merci. Très révérend Père, Stanley Lubongo, vice-grand chancelier du Pisaï et supérieur général des missionnaires d'Afrique. Monsieur Marcel Escure, chargé d'affaires de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, Excellences, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, amis du Pisaï. Bienvenue au Pisaï. Je suis ravi de vous accueillir ce soir dans cette bibliothèque dédiée à Maurice Bormas, grand promoteur du dialogue islamo-chrétien, pour inaugurer la chaire Méditerranée, religion et société, créée grâce à une longue collaboration entre l'ambassade de France auprès du Saint-Siège et le Pisaï. Une collaboration qui est consolidée par ce projet universitaire qui vise à promouvoir la paix dans le bassin méditerranéen sur les deux rives, nord et sud. Depuis la visite du pape François à Marseille et sa rencontre avec le cardinal Aveline, les différentes institutions diplomatiques, ecclésiastiques et même académiques ont commencé à développer une réflexion autour de la Méditerranée, c'est-à-dire une pensée qui tient compte de la dimension géographique et du contexte socioculturel partagé par les populations de la Méditerranée. Cet appel du pape nous transporte d'une position identitaire à une vision herméneutique qui se réclame d'un monde pluraliste, où chrétiens, musulmans, juifs, membres des différentes traditions religieuses, ainsi que non-croyants, peuvent vivre en paix et construire un monde de fraternité et d'amitié. Des heures et des heures de réunion à la Villa Bonaparte,
au Centre Saint-Louis et au Pisaï entre les membres du conseil scientifique et en présence de son Excellence Madame l'ambassadrice Florence Mangin, ont permis d'organiser des petites activités sous l'égide de la chaire. L'arrivée de M. de Bertrand, Roland du Bertrand, a été décisive pour faire avancer l'organisation. La création d'un réseau universitaire qui embrasse le sud et le nord de la Méditerranée, la rédaction d'une charte et la formulation de la collaboration entre les différentes institutions. Le travail des membres du conseil scientifique, que je cite simplement, Valentine Zuber, EPHE, Laura Pettinaroli, École française de Rome, Francesca Corrao, Université Luis, professeur Alessandro Saggioro, Université Sapienza, le père Alexis Leproux de ICM et M. Laurent Toulouse, directeur du Centre Saint-Louis. Tout ce travail a abouti à l'élection du titulaire, le prof Dominique Avon, que je remercie de cœur pour avoir accepté cette responsabilité à côté de ses grandes charges à Paris. On a défini également les universités du réseau. Je remercie les recteurs, les professeurs qui ont répondu à l'appel et ont démontré leur disponibilité de collaborer avec la chaire. On a 16 universités maintenant et donc il faut travailler et développer ce réseau. Je remercie le Centre Saint-Louis ainsi que le CMA, CGM pour le soutien financier qui est indispensable pour la survie de la chaire. 25 doctorants pour cette année, 13 hommes, 12 femmes, qui viennent du nord et du sud de la Méditerranée, qui représentent la plupart des institutions du réseau. En effet, la sélection était très stricte, basée sur le projet de recherche, la capacité de comprendre le français, et une lettre de recommandation du directeur de thèse. Tout cela pour être sûr de l'engagement des candidats pour toute l'année, ainsi que leur disponibilité de diffuser les valeurs de la chaire. Il ne faut pas oublier qu'on va verser, le Centre Saint-Louis va verser des bourses d'études, donc il doit mériter ces bourses. Donc, à ce moment-là, en ce moment, je salue les doctorants en présentiel et en ligne. Je leur souhaite une bonne année académique au sein de la chaire. Le PISAI est né comme institut francophone fondé par les Pères Blancs. Au fur et à mesure, l'italien et l'anglais sont entrés pour des raisons pratiques, mais le PISAI veut être fidèle à ses fondateurs, poursuivant sa mission dans des pays rattachés à la France et à la francophonie. Nos travaux et nos publications seront en français pour encourager les doctorants à contribuer à la diffusion des langues et des cultures de la Méditerranée. Le PISAI donne sa disponibilité pour le séminaire d'hiver pour l'université d'été de cette année, mais depuis l'année prochaine, notre université d'été se déplacera vers le Caire, en Égypte. Et le père Pisani a donné sa disponibilité, va accueillir nos professeurs et nos étudiants. Je le remercie de cœur, même pour son amitié, pour la rencontre très chaleureuse qu'il a eue avec M. Dubertrand et avec moi durant notre visite au Caire. Cette conférence inaugurale présentera la problématique de cette année à partir de 2 points de vue. D'abord, géographique, attaché aux cités méditerranéennes et leur rôle sur le plan local et universel. La position géographique qui caractérise la vie et les activités de chaque ville. D'autre part, c'est le côté historique, culturel et religieux qui doit être étudié d'une manière approfondie pour comprendre les enjeux de l'harmonie et de la discordance entre les habitants de ces villes et ses conséquences sur toute la Méditerranée. Il est clair que la paix sur la rive sud est une condition de la paix en Europe. L'ouverture au dialogue du monde arabe, on le sait, permettrait aux sociétés européennes une vie plus pacifique sur la compréhension réciproque, basée sur la compréhension réciproque et sur le respect. On est tous témoins des conséquences du conflit proche-oriental sur le rapport entre les citoyens européens. Je me permettrai de présenter le conférencier de ce soir. D'abord, le professeur Dominique Avon collabore depuis des années avec le PISAI. Il est membre du comité scientifique de la revue du PISAI Islamo-Christiana, membre du réseau Pluriel.
Il enseigne également à l'IDEO, donc une autre institution. Il connaît l'arabe très bien. Il parle avec moi en arabe et moi, je me trouve en difficulté des fois. Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, chaire Histoire intellectuelle du sunnisme contemporain, il est agrégé d'histoire et licencié d'arabe. Il a enseigné en France à l'étranger, notamment en Égypte, au Liban et aux États-Unis. Il est membre du laboratoire GSRL, Groupe Société, Religion, Laïcité. Il dirige l'Institut d'études des religions et de la laïcité. Il a écrit, édité ou coédité une vingtaine d'ouvrages. Et avant de passer la parole au professeur Avon, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la conférence pour un partage fraternel. À la fin, il y a quelque chose à boire, à manger, simplement. Il faut pas. Donc, vous êtes invité à rester et à vous la parole, monsieur Avon. Révérend Père Général, Monsieur le chargé d'affaires, Monsieur le Président du PISAI, chers collègues, chers amis, ici et à distance aussi, notamment des rives sud de la Méditerranée que je salue, parce que je sais qu'ils sont plusieurs à avoir répondu présents à cette invitation. Chères étudiantes, chers étudiants, comme je l'ai indiqué dans le propos liminaire de cette conférence, l'histoire méditerranéenne est un trésor actif. Système philosophique, religion, qui représente aujourd'hui un peu plus de la moitié de l'humanité, pratiques et institutions politiques, système économique, pratiques financières aussi. C'est toute une richesse qui s'est cristallisée autour de ce bassin méditerranéen depuis plus de 2500 ans à peu près. Je l'ai indiqué également, la médaille à son revers. La création exponentielle de richesses a renforcé les inégalités, encouragé l'exploitation des ressources, abîmé l'environnement et catalysé, sinon suscité de nombreux conflits. Jusqu'à une période récente également, les systèmes philosophiques et religieux ont davantage cautionné les pratiques patriarcales qu'elles ne les ont remises en question. Enfin, les structures impériales qui ont prévalu pendant 2 millénaires, assises ou non sur des référentiels religieux, à la fois fondements communautaires et fondements juridiques, visant toutes à établir l'unité à leur profit, ont provoqué des guerres de longue durée qui alimentent des mémoires blessées. J'imagine que parmi vous, en ce 13 octobre 2025, certains ont suivi les événements de ces dernières heures à l'est de la Méditerranée, aux discours qui ont été prononcés, à la manière dont l'autre a été nommé ou n'a pas été nommé, et à la manière dont les référents religieux ont été mobilisés par les uns comme par les autres. C'est tout à fait intéressant de s'intéresser uniquement, enfin de se pencher uniquement sur ce qui s'est dit aujourd'hui. Comme l'a dit le père Wassim Salman, penser le dialogue et la paix entre des personnes membres de communautés, penser les droits, liberté, égalité des personnes, nécessite de prendre au sérieux les discordances, je vais appuyer, ça nécessite de prendre au sérieux les larmes, les peurs et le sang dans la pâte de l'histoire, y compris ce qui se déroule sous nos yeux. Il faut expliquer pourquoi des communistes athées ont combattu des croyants avant de devenir eux-mêmes des promoteurs d'une exacerbation violente d'identité religieuse, par exemple dans les Balkans. Il faut expliquer pourquoi des miliciens chrétiens avaient des icônes de la Vierge sur la crosse de leurs fusils. Il faut expliquer pourquoi des responsables musulmans signent un document sur la fraternité et qualifient leurs correspondants de mécréants.
Il faut expliquer pourquoi des autorités juives identifient des Palestiniens aux Amalécites dans un combat qui dure depuis des millénaires. Tout ceci, il faut oser en parler pour pouvoir parler de dialogue et de paix. Sinon, on passe à côté du dur. La conférence de ce jour, structurée autour de la puissance exercée à partir de cités, du rôle des autorités religieuses dans la détermination de normativité et de représentation de l'altérité, pose d'une manière particulière la problématique de la confrontation d'aspiration à des projets universels ou non. Je vais prendre une double précaution méthodologique, et c'est le résultat d'une expérience de coopération, notamment avec mes collègues du sud de la Méditerranée. Deux règles simples. Première règle, nous ne sommes pas responsables des événements et des productions du passé. Nous sommes responsables de la manière dont nous en parlons. Et donc, il ne faut rien taire. Mais on n'est pas responsable des faits eux-mêmes. Deuxième précaution méthodologique, notre devoir est d'analyser au plus près ce qui a été et ce qui est, mais pas ce que nous souhaiterions ou voir advenir. On peut le souhaiter, mais notre devoir est d'abord de l'analyser. Le plan que je vais vous proposer pour cette conférence cadre, si vous voulez, est un plan en deux temps. D'abord une perspective diachronique, une plongée dans 2000 ans d'histoire, alors ce sera très rapide, vous me pardonnerez. Et puis une tentative de synthèse de l'état des lieux de cet ensemble méditerranéen aujourd'hui. Ah. Oups, je vais aller un peu vite. Commençons. Je vais essayer de vous trouver la bonne carte. Voilà. Commençons au milieu du IIe siècle avant l'ère chrétienne. Rome conquiert Carthage et la Grèce, avec des conséquences majeures. La puissance politique et militaire de Rome sert la sécurité des transports. Ses vaisseaux éliminent l'essentiel de la piraterie. Les réseaux économiques sont réorganisés autour de la ville-monde. C'est la pratique de l'annone, infrastructure performante, développée, et une taille des navires qui augmente. Ce commerce favorise la constitution d'énormes fortunes et l'élite sociale façonne la culture urbaine. Public, puis de l'Empire romain. La conscience d'une unité s'exprime dans les termes de Mare Nostrum ou Mare Internum. Autour de l'encens, l'Empire romain rassemble près d'un tiers des humains de la planète. C'est intéressant, hein? Un tiers des humains de la planète, c'est l'Empire romain, autour de l'encens. Le géographe Claude Ptolémée naît dans ce contexte. Astronome, mathématicien, géographe de langue grecque, il vit à Alexandrie. Il conçoit une géographie cherchant à couvrir la totalité de l'Œcumène, le monde connu, et il répertorie plusieurs milliers d'endroits. De ce répertoire, on peut dresser, et on a dressé une carte. Vous voyez cet espace méditerranéen dans la partie gauche de l'écran, avec la partie droite qui est principalement occupée par l'océan Indien, conçu comme une mer fermée à ce moment-là. Madagascar n'existe pas, le Sri Lanka actuel apparaît en très gros, l'Inde est réduite, mais vous voyez qu'il y a une tentative ici de s'approprier l'espace par le calcul mathématique qui donne une représentation assez intéressante de ce rapport à la géographie. Avec des statuts variables, les vaincus sont intégrés à cette réalité impériale qui s'appuie sur une solide administration et un culte public. Ceux qui contestent l'autorité s'exposent à la répression. Titus fait détruire le temple des Hébreux à Jérusalem en 70, dont ne subsiste que le mur de l'enceinte occidentale. Vous le voyez très souvent aux actualités. 60 ans plus tard, Adrien écrase la révolte de Bar Korba, et pendant 19 siècles, l'histoire juive est essentiellement caractérisée par un destin diasporique. Je dis essentiellement et pas uniquement. Au sein d'un judaïsme pluriel, les disciples de Jésus de Nazareth témoignent de la résurrection de leur maître crucifié et de sa divino-humanité. Leur communauté,
qui ne sont pas limitées à celles et ceux qui suivent les préceptes de la loi mosaïque, croissent rapidement, en dépit de persécutions locales et de persécutions plus générales au début du IIIe siècle de l'ère chrétienne. La reconnaissance officielle du culte chrétien, à côté de ceux qui sont déjà reconnus sous l'empereur Constantin, catalyse le développement de cette religion. Et vous le voyez, autour de 330, l'Empire romain, c'est bien la Mare Nostrum qui se trouve en son cœur. Les évêques et patriarches réunis en concile à Nicée, je renvoie à l'actualité immédiate, vous avez appris l'annonce d'un voyage de Léon XIV en Turquie, eh bien c'est pour commémorer cet événement il y a 1700 ans. En 325, ces évêques et patriarches ont fixé les termes du credo chrétien en langue grecque. 5 ans plus tard, symbole de la puissance romaine renouvelée, la ville de Constantinople est fondée à quelques dizaines de kilomètres de Nicée. Sous Théodose, le christianisme devient religion d'empire, mais ses responsables sont confrontés à un double défi. Premier défi, les divergences et divisions internes au christianisme, avec plusieurs églises. Deuxième défi, l'altérité religieuse. À côté du christianisme, officiellement, ne subsiste plus qu'un culte, le judaïsme, avec des droits inférieurs. Sur fond de menaces des Huns et des Goths, les païens sont désormais dénués de droits, leurs pratiques sont interdites, leurs temples doivent être démolis et les persécutions contre eux s'accroissent. Alors il est difficile de présenter un tableau clair de l'évolution des sociétés méditerranéennes à partir du 5e siècle et jusqu'à la fin du 6e, au début du 7e siècle et même jusqu'à la fin du 7e siècle. Dans l'historiographie, il y a des expressions qui se rencontrent et qui ne se croisent pas. Elles se confrontent, elles sont confrontées. Invasioni barbaricae, invasion germanique, Völkerverwanderung. On ne dit pas la même chose. D'un côté, on insiste sur la violence du geste, de l'autre côté, on insiste en langue allemande sur le déplacement de peuples qui sont eux-mêmes poussés par d'autres peuples qui viennent de l'Est. Vous voyez que quand on apprend l'histoire à l'est du Rhin ou à l'ouest du Rhin, on ne parle pas de la même réalité. Et ça, pendant des siècles, ça a entretenu des mémoires qui n'étaient pas les mêmes. La réalité, évidemment, est toujours plus complexe. Visigoths, Ostrogoths et Francs ont conservé la structure fiscale et administrative de l'Empire. Alaric, lorsque Rome est attaquée, empêche le pillage des églises. Théodoric rétablit le Sénat dans cette même cité. Et Clovis défile à Tours en tenue de consul. Ces souverains maintiennent des flux économiques avec la rive sud de la Méditerranée. Ils adhèrent au christianisme chalcédonien directement ou après un passage par l'arianisme. Le concile de Tolède a lieu en 589 et marque l'adhésion à cette foi chalcédonienne. Ils adoptent la langue latine et certains même reconnaissent l'autorité de l'empereur. Mais il y a bien des éléments de rupture, avec une frontière physique dans la péninsule italienne. Certes, Justinien, qui s'est attelé à fixer les éléments du droit dans un code qui porte son nom, reconquiert l'Afrique du Nord, mais il ne peut restaurer durablement l'empire ou l'autorité impériale sur l'ensemble de la péninsule italienne. Je vous renvoie à la guerre d'Ego entre 535 et 553. Guerre d'Ego, par exemple, dont on ne parle jamais aux petits élèves français. On en parle en Italie, mais on n'en parle pas en France. Ça fait partie aussi des différences. L'événement important, c'est 541, une peste qui ravage les ports et les villes méridionales. Puis, Byzance est confronté à une guerre d'épuisement contre l'Empire perse et son Église s'oppose à Grégoire le Grand qui affirme le primat de Rome. Intervient un nouvel acteur. Voilà. Dans cet ensemble affaibli de l'intérieur, se déploie un nouvel acteur sorti de la péninsule arabique. Et là encore, les termes employés dans l'historiographie sont intéressants. Il y a quelques années, à Rabat, c'est à Casablanca, j'ai assisté à une discussion entre deux collègues d'universités marocaines différentes qui se demandaient
Et toi, quand tu parles de ces événements-là, tu dis quoi? Tu dis Razwa ou tu dis Fatah? Futuhat. Et il dit, ben, quand je suis historien, je dis Razwa. Mais, et puis il y avait les points de suspension. Est-ce qu'on parle bien de conquête ou bien de libération et d'ouverture? Vous voyez ici les enjeux historiographiques qui sont absolument considérables. Le fait est qu'il y a bien conquête militaire, mais les populations qui sont concernées ne réagissent pas toutes de la même manière. Certaines, aux dominants qui précèdent, sont plutôt satisfaits du nouveau dominant, d'autres, au contraire, ne le sont pas. L'unité, vous le voyez sur cette troisième carte, l'unité de cette expansion extrêmement rapide ne résiste pas justement à l'expansion. Chassé de Damas, un rejeton de la dynastie omeyyade s'établit à Cordoue en 756. Les Idrissides s'établissent à l'ouest de la péninsule africaine, du continent africain, et les Arlabides aménagent Kérouan en s'affranchissant de la tutelle des Abbassides. Enfin, sous la houlette d'Al-Mansour, ceux qui ont déplacé le centre de leur pouvoir politique et économique vers l'est fondent Bagdad, et vous voyez que Bagdad n'est plus forcément orienté ici vers la Méditerranée. Au tournant des 8e et 9e siècles, si je prends l'ensemble des populations qui sont concernées ici, nous avons un tiers de la population mondiale. Un tiers de la population mondiale de l'époque, c'est cet espace-là. Très intéressant ici. Il y a entre eux et entre les trois principaux pôles, c'est-à-dire l'empire ou le califat abbasside, l'empire byzantin, ce qu'il en reste, et l'empire franc, des rapports qui ne sont pas des rapports égalitaires. Quand vous regardez les sources, les Francs parlent de leurs ambassades vers Bagdad, mais les sources arabes n'en parlent pas. Les Francs n'existent pas. Aix-la-Chapelle ne pèse rien, vous le voyez sur la carte d'ailleurs, du point de vue du rayonnement et du poids démographique. Aix-la-Chapelle ne pèse rien par rapport à Bagdad. Ce qui intéresse le calife abbasside, c'est l'empereur byzantin, à tel point que Haroun al-Rachid envoie à Constantin VI une lettre l'invitant à se convertir à l'islam, et s'il ne le fait pas, eh bien, il y aura droit au djihad. Ces relations sont faites de conflits, mais elles sont faites également d'échanges, et ceux qui ont l'autorité, qui dominent l'espace méditerranéen, ce sont surtout les sultans et émirs musulmans, davantage que les princes et empereurs chrétiens. La richesse économique et les choix politiques favorisent, sous autorité musulmane, une vitalité culturelle structurée cette fois non plus autour du grec ou du latin, mais autour de la langue arabe. Les bibliothèques rayonnent, un effort collectif exceptionnel de traduction est entrepris. Ceci, la plupart des gens le savent, et ils savent moins que des choix ont été effectués. Pourquoi l'Iliade n'est traduite qu'au XIXe siècle? Au XIXe siècle, pas là, pas au IXe ou VIIIe siècle. Ben parce que les Arabes, ils ont une poésie qui ne prête pas à concurrence. Vous remarquez également, quand vous regardez ce qui est traduit à ce moment-là, que ce qui est en langue persane est traduit, ce qui est en indien est traduit notamment pour les mathématiques, mais qu'il n'y a aucune traduction des classiques chinois. Il y a bien des choix qui ont été opérés dans ce projet de traduction collective. Et c'est très intéressant dans le rapport aux autres, parce qu'ils sont en connexion avec le monde chinois, ils commercent avec le monde chinois, mais ne traduisent pas les classiques chinois. Enfin, dans la structuration progressive des sciences islamiques, le fiqh ou méthodologie de la jurisprudence devient la discipline maîtresse. Je vous ai montré tout à l'heure une représentation de l'espace par Ptolémée. Je vous montre ici une autre représentation de l'espace, cette fois-ci par Istahri, auteur du Kitab al-Masalik ou al-Mamalik, le livre des routes et des royaumes, décédé en 934. Il place la péninsule arabique au centre. Voyez à votre droite le Nil qui remonte. Alors il faut tourner la carte, hein. Sa représentation de l'espace ici est inversée. Le Nil va vers le haut. Vous avez à gauche de ce Nil vertical, vous avez l'Égypte, puis le Maghreb à droite, la Méditerranée au-dessous avec les îles méditerranéennes, le pays des Francs ou les pays des Francs qui sont en bas à votre droite. L'Empire byzantin, c'est un tout petit croissant dans la partie gauche de la Méditerranée. Et ce qui compte beaucoup plus, c'est
l'essentiel de l'océan Indien et de tout ce qui tourne autour de l'océan Indien. Au XIe siècle, XIIe siècle, fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, le rapport des forces qui a été institué par l'arrivée de ce nouveau venu est ébranlé. Berbères, Seldjoukides, Turcs et Kurdes islamisés sont devenus les fers de lance du sunnisme. Mais l'ère sous autorité musulmane est de plus en plus déchirée, comme vous le voyez ici, par des divisions. La chrétienté latine, quant à elle, bénéficie d'une reprise précoce de la croissance démographique de ses populations. Et dans cette conjoncture, des royaumes chrétiens ou des entités chrétiennes s'étendent du nord de la péninsule ibérique vers le sud et s'établissent à l'est de la Méditerranée, principauté d'Antioche, royaume de Jérusalem, comté de Tripoli. Pendant 2 siècles alternent victoires et défaites, des uns comme des autres. Ne voyez pas ces guerres uniquement comme des guerres, les uns musulmans, les autres chrétiens. Il y a des alliances de revers, chrétiens contre chrétiens aux côtés de musulmans et vice-versa. Toutes les formules existent. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'un développement de réseau de Madaris Nizamiya précède d'1 siècle le réseau des universitates du nord de la Méditerranée, donc ces nouvelles institutions de savoir, avec pour les universitates la discipline maîtresse qui n'est pas le fiqh ou l'équivalent du fiqh, mais la théologie. Et ça, structurellement, ça fonde une différence. Ce nord de la Méditerranée, ou ces acteurs du nord de la Méditerranée, se mettent à leur tour à traduire, cette fois-ci de l'arabe vers le latin, corpus philosophique, scientifique, religieux, incluant le Coran. La première traduction latine du Coran, c'est 1143. Et à l'apologétique musulmane qui fait du christianisme une falsification d'un message originel, répond une apologétique chrétienne qui fait de l'islam une hérésie du christianisme. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que, comme au 8e, 9e siècle, il y a des choses qui se répondent. Sous Charlemagne ou sous Harun al-Rachid, il y a un exclu qui n'a pas de droit et qui est persécuté. C'est-à-dire, on lui donne 3 possibilités. Tu te bats jusqu'à la mort, tu te convertis ou tu pars. Ce sont les païens ou polythéistes. Que ce soit sous autorité chrétienne, pour le nord de l'espace qu'on appelle aujourd'hui Europe, ou que ce soit pour les polythéistes du sud. Il y a des choses qui fonctionnent en miroir au XIIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle. Je vous donne un exemple, outre ces institutions qui deviennent les futures universités. À l'interdiction pour une musulmane d'épouser un non-musulman répond l'interdiction pour une chrétienne d'épouser un non-chrétien. Et c'est dans le droit, ça rentre dans le droit. Donc on fonctionne ici en miroir et cela permet de relativiser un certain nombre de choses. Au milieu du XIIIe siècle, ceux qui ont pris la croix s'imposent militairement à l'ouest, mais ils sont repoussés à l'est de la Méditerranée. L'invasion des Mongols met un terme au règne de la dynastie abbasside en 1258, c'est le sac de Bagdad, mais l'islamisation de leur chef et leur défaite devant les Mamelouks assure une stabilisation. Et puis un nouvel événement transversal. Il y a à nouveau une peste qui touche très très fortement la population mondiale. 1330, 1350, c'est peut-être 1/3 de la population mondiale qui disparaît au XIVe siècle du fait de la peste. 1/3 de la population mondiale, selon certaines estimations. La diffusion de la peste suit les voies de circulation des hommes, le commerce, mais aussi des voyageurs. Et je vous ai parlé de la mise en miroir du droit. On peut mettre en miroir également les récits de voyageurs. J'en vois 2 ici pour cette fin de la période que je situe. Marco Polo d'un côté avec le Devisement du monde ou le Livre des merveilles, et de l'autre côté, un demi-siècle d'écart, Ibn Battuta avec sa Rihla, c'est-à-dire son récit de voyage. Il est très intéressant de comparer l'un et l'autre. Ce sont des acteurs qui s'intéressent à l'altérité bien au-delà de l'espace méditerranéen. L'équilibre instable est ébranlé lorsque les Turcs prennent l'avantage et accroissent leur domaine en Asie mineure. L'Empire byzantin n'est plus que l'ombre de lui-même. La date de 1054, retenue pour signaler le schisme des églises d'Orient et d'Occident, n'est en fait
que la reconnaissance d'une division qui est déjà bien ancrée dans les esprits auparavant. Et le pillage de Constantinople en 1204, suivi de la proclamation de l'Empire latin d'Orient, parachève la rupture. Sans ce passif, et je me suis arrêté un tout petit peu là-dessus, vous ne comprenez pas pourquoi, après 5 sièges de Constantinople par les Turcs, les orthodoxes s'interrogent sur le fait de savoir s'il vaut mieux faire appel aux coreligionnaires latins d'Occident ou s'il vaut mieux passer sous autorité musulmane. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et finalement, c'est la deuxième option qui l'emporte. Mais c'est parce qu'il y a un gros passif entre les latins et les grecs ici. J'en viens au 5e temps. Il n'y en a que 6 pour la période de longue durée, ou plutôt le projet de longue durée. Le découplage ici. Les troupes ottomanes, donc, abattent un empire vieux de près de 15 siècles. Ces chefs combinent certaines attributions impériales avec celles de l'ancien empire abbasside et des éléments également pré-islamiques. Vous savez qu'ils transforment la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée, fondent la mosquée bleue également. Fort de la puissance technique et militaire de ses troupes, Soliman, dit Soliman le Magnifique, prolonge le geste de ses prédécesseurs. Il conquiert des terres qui sont déjà sous autorité musulmane, c'est intéressant ici, à tel point qu'aujourd'hui il y a un débat en Égypte pour savoir si on va parler de cette période-là sous le terme colonisation, colonisation par les Ottomans de l'Égypte, c'est un débat historiographique en Égypte. Il conquiert également les îles méditerranéennes, à l'exception de Malte, et œuvre à la centralisation de son pouvoir, y compris sur un plan religieux. Mais il n'atteint pas la côte atlantique, vous le voyez ici sur la carte, comme je l'ai indiqué, et face aux républiques italiennes, notamment celles de Gênes et de Venise, et à la couronne d'Aragon, il n'est pas maître des échanges économiques. Entre le siège de Vienne de 1527 et celui de Vienne en 1683, le rapport des forces, qui se réfère à l'islam d'un côté, au christianisme de l'autre, s'inverse, même si les contemporains n'en ont pas conscience. Et ici, c'est un moment tournant. À l'échelle du monde, les poids démographiques se sont déplacés. Ils ne sont plus autour du bassin méditerranéen, mais ils sont vers l'est, sur la partie est du continent eurasiatique. Le poids du monde chinois et du monde indien pèse beaucoup plus. Alors quoi? Que font donc les Indiens et les Chinois à ce moment-là? Eh bien, l'empereur moghol est préoccupé par tout un tas de conquêtes et d'expansions qui sont continentales d'abord, donc il ne s'intéresse pas à aller au-delà des mers. L'Empire chinois au XVIe siècle a eu une puissance, la plus grande puissance maritime du monde, mais il la laisse périr sur place. Et donc il n'y a pas de conquête vers d'autres territoires de la puissance chinoise. Qui donc prend l'initiative? Ce sont les principautés et royaumes chrétiens latins. Ils entreprennent des explorations, des conquêtes sur l'ensemble de la planète et ils drainent donc des nouvelles richesses fondées sur les butins. On retrouve une mécanique que j'ai déjà décrite depuis le développement de Rome, fondée sur les butins, à l'instar de Séville, qui devient une ville-monde, le commerce des biens et le commerce des humains, parce que c'est toujours, jusqu'à ce moment-là et pendant plusieurs siècles encore, un commerce des marchandises, mais aussi un commerce des hommes. Je veux parler ici, bien sûr, de l'esclavage, et renforce la richesse des uns. Il y a également de nouvelles pratiques financières, initialement développées au sein des banques italiennes. Et comme durant l'Antiquité, la richesse économique est associée à une efflorescence culturelle, l'un des exemples dans la péninsule italienne, c'était évidemment Florence au XVIe siècle et au XVIIe siècle. La nouveauté est que grâce à l'imprimerie et à la variété des centres de diffusion qui permettent de contourner la censure, aucune limite n'est fixée a priori au transfert et à la diffusion de découvertes. Dans les empires antérieurs, il y avait toujours une autorité centrale qui disait ça vous pouvez faire, ça vous ne pouvez pas faire. Mais comme ici on a une diversité d'autorités, eh bien on peut aller imprimer et faire éditer à Amsterdam ou ailleurs, lorsque dans son propre royaume ou dans sa propre principauté, l'autorité nous interdit d'imprimer ceci. Et donc la diffusion des connaissances, outre l'outil qui est celui de l'imprimerie, peut se renforcer et aller plus vite. Alors vous allez me dire, il y avait la possibilité également d'un très fort affaiblissement du fait de la division de l'ex-chrétienté latine liée à la Réforme.
Il se trouve que, oui, la réforme et la réaction du magistère romain, nourrie par ailleurs par des rivalités dynastiques, a été source de massacres, d'expulsions collectives, de discriminations et de conflits récurrents, dont le plus sanglant est celui de la guerre de 30 ans. Au cœur de la problématique, qu'y avait-il? Est-ce que l'on peut reconnaître une dualité ou une pluralité de chrétiens sur un même territoire sous une même autorité chrétienne? C'était ça l'enjeu. Ça n'a pas été résolu par des théologiens. Ça a été résolu par des juristes qui ne se sont pas d'abord placés comme des théologiens. Mais ça a été résolu au terme de cette phase sanglante, bien sûr. Dans ce champ de représentation, qui est associé au concept de modernité, le centre n'est plus Dieu, mais le sujet humain. Il est doté de droits, quelles que soient ses convictions, et il est apte, théoriquement, à travailler sans tabou sur tout objet, y compris l'objet religieux. Est-ce que ce projet dont je parle théorique a été mis en œuvre sans problème? Non, il a été mis en œuvre dans la violence. La Révolution française, qui est un moment qui catalyse ce projet à tout citoyen les mêmes droits que les autres, c'est un moment violent. Il y a une violence révolutionnaire qu'il faut prendre en considération. La mondialisation européenne se développe au XVIIIe et XIXe siècle du fait de leurs atouts. Les puissances européennes étendent leur domination directe et indirecte pendant ces 2 siècles, et même les guerres internes n'entravent pas l'expansion de cette colonisation à l'échelle mondiale. Guerres internes, les guerres entre 1792 et 1815, c'est 1 million de morts, avec les épidémies. Les guerres entre 1912 et 1922, c'est près de 20 millions de morts. Et en dépit de ça, en dépit de ces guerres qui couchent principalement le nord de la Méditerranée, eh bien, en 1920, l'Europe pèse 18% de la population mondiale. Près d'un cinquième, un sujet humain sur 5, en dépit de ce dont je viens de vous parler, est un Européen à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est 6% de la population mondiale, 3 fois moins. C'est intéressant parce que la puissance européenne est liée à une puissance démographique ici. Voilà pourquoi il faut parler de démographie. Alors que le sud de la Méditerranée, à ce moment, ne pèse que 2,5% de la population mondiale. Ce n'est pas simplement une puissance démographique, c'est une puissance militaire. Je dis ce sont des puissances militaires, technologiques, avec une capacité à s'organiser administrativement. Ce sont aussi les Européens qui fixent un rapport au temps et à l'espace que nous connaissons tous, parce que nous y sommes impliqués. Le système métrique est adopté en 1875 par les Européens, et la division du globe terrestre en 24 fuseaux horaires est adoptée en 1884. Auparavant, nous n'avions pas le même temps ou le rapport au temps quand on était précisément à Bagdad et à Paris au même moment. Aujourd'hui, on a la même heure, avec un décalage horaire, mais on a la même heure. Ce n'était pas le cas avant. C'est parce que des Européens ont décidé de fixer, principalement Européens et Nord-Américains, ici. Ces Européens font également valoir leurs règles dans le domaine du droit, droit commercial, droit fiscal, droit maritime, droit constitutionnel, droit pénal, droit civil. Et alors là, il y a des résistances au sud de la Méditerranée. Ces résistances portent principalement sur les questions de droit pénal et de droit civil, et également un peu les autres droits. Au sein de l'Empire ottoman, les oulémas résistent, mais le sultan ou les sultans ottomans successifs déconnectent de plus en plus le droit de l'Empire et le droit porté par les oulémas eux-mêmes. Le paradoxe et la tension qui a des conséquences jusqu'à nos jours, c'est que les 2 principales puissances coloniales de l'époque, Royaume-Uni et France, au sein des colonies, n'appliquent pas le même droit à leurs citoyens de la métropole et aux sujets colonisés. La contradiction est très forte et elle pèse, je l'ai dit, jusqu'à nos jours. Qu'en est-il des autorités religieuses? L'Église catholique, dont le magistère conteste les fondements du régime constitutionnel, par exemple en France depuis 1791, je vous renvoie au bref Quod aliquantum, fait valoir la distinction entre, au XIXe siècle, la thèse, c'est-à-dire l'idéal d'une société intégralement catholique, et l'hypothèse,
la réalité de sociétés plurielles, incluant des non-croyants. Les églises issues de la Réforme, en position de monopole, comme en Scandinavie, refusent de se confronter au sujet. Elles ont le monopole, il n'existe pas de sujet en dehors des églises luthériennes, point barre. En dépit des divisions internes, les autorités juives optent majoritairement pour la voie de l'émancipation, qui démembre la régulation des normes communautaires juives, mais au profit d'un accès à la pleine citoyenneté, d'abord en France et puis dans d'autres pays. Mais ça ne va pas de soi. Regardez comment les rabbins ont hésité et résisté avant le décret de 1870, du 23 octobre 1870, qui accorde aux Juifs les mêmes droits qu'aux sujets citoyens européens en Algérie, dans l'Algérie colonisée par la France. Quant aux autorités musulmanes, déchues, je parle ici des oulémas, les autorités religieuses musulmanes, déchues de leur double monopole portant sur l'enseignement et l'exercice du droit, eh bien, ces autorités se mobilisent pour défendre un modèle d'un régime intégralement musulman, ce que révèlent à ce moment-là les débats sur l'abrogation du califat et les fondements du pouvoir islamique. C'est le titre d'un fameux livre de Ali Abdallah au milieu des années 20 et ce qui entoure la publication de cet ouvrage-là. Le conflit mondial, lui, a révélé la fragilité du statut des Européens, de leurs institutions et de leur confiance dans le progrès humain. Quand vous avez 20 millions de morts sous les yeux, vous doutez de la capacité de l'homme à faire le mieux pour demain. Deux tendances sont alors observables. D'un côté, des intellectuels qui mettent l'accent sur la particularité des civilisations. Je parle de l'entre-deux-guerres ici. L'un des marqueurs principaux de cette particularité des civilisations, c'est la religion. Henri Pirenne, l'historien belge, publie Mahomet et Charlemagne. Alors, c'est un ouvrage posthume en 1936. Et je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à mettre cet ouvrage en regard de celui de Shakib Arslan, Tarikh Ghazawat al-Arab fi Faranza wa Swissra wa Italia wa Jazair el-Bahr, l'histoire des conquêtes arabes en France, en Suisse, en Italie et dans les îles maritimes, de la Méditerranée en fait ici. Ce qui est intéressant, c'est que l'un comme l'autre insiste sur ce qui fait le propre et pas ce qui fait le commun. Mais au même moment, il y a des intellectuels dans cet espace méditerranéen qui voient la Méditerranée non plus comme une frontière, mais un pont. Et ils promeuvent la nécessité des emprunts, des liens qui unissent les habitants de ces différentes rives. Ainsi, c'est aussi à cette époque, à la fin des années 20, au tout début des années 30, que le travail sur la mystique comparée, en particulier la mystique chrétienne et la mystique musulmane, sont le plus développés pour savoir mais qu'est-ce que nous avons en commun quand les uns parlent aux autres. J'en ai terminé avec ce grand parcours historique et je vais vous proposer de réfléchir sur l'état des lieux maintenant. Dans le premier quart du XXIe siècle, le poids démographique et économique des sociétés de l'espace méditerranéen reste important. Ce dont je voudrais que vous ayez conscience, c'est que le poids démographique et économique et politique et géopolitique de cet espace-là est en train de s'affaiblir sous nos yeux. Donc il faut que, si on parle de paix, de dialogue, il faut qu'on ait conscience que c'est un espace qui est en voie d'affaiblissement. Si vous voulez le changer, après, à vous de jouer, hein, mais c'est un espace en voie d'affaiblissement. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit au sujet du poids démographique de cette région, hein, des sociétés de cette région. Aujourd'hui, c'est 11% de la population mondiale, nord et sud. À un moment donné de l'histoire, on était à plus de 30%. Vous le voyez ici dans le graphique. Hein. On part de l'an 1 de l'ère chrétienne. Vous voyez que ça monte jusque vers l'an 800, puis cela décline avec un premier bas autour de la Grande Peste, les années 1350, puis à nouveau une augmentation jusqu'au XVIe siècle et un déclin depuis, jusqu'au début du XXe siècle, puis un déclin depuis. Les transformations sont rapides. Après avoir dépassé les rives du nord et du sud, après avoir dépassé la rive nord de la Méditerranée au tournant du millénaire, et c'est la diapositive suivante qui me paraît très intéressante. Donc la courbe en orange, c'est la population de la rive sud de la Méditerranée.
en bleu clair, c'est la population de la rive nord de la Méditerranée. On part de 1920, quand l'Europe pèse 18% de la population mondiale et le sud de la Méditerranée pèse 2,5%. Vous voyez que les courbes se sont croisées juste un peu l'an 2000, que le sud a dépassé le nord et puis que le sud est en train à nouveau de repasser sous le nord. Là, c'est très intéressant. À quoi cela tient? Bien, au déclin de la fécondité au nord comme au sud, et avec un sud qui va beaucoup plus vite aujourd'hui, mais aussi au phénomène migratoire. Et c'est ce dont je vais parler maintenant. Savez-vous que 46% des Tunisiens veulent migrer, 44% des Albanais, 42% des Jordaniens, 42% des Monténégrins. Et où veulent-ils migrer? Eh bien, à l'ouest et au nord. Les pays principaux d'accueil ou de visée sont la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Le Golfe est également une destination, notamment pour les Égyptiens aujourd'hui, mais c'est principalement le nord de la Méditerranée. Et ce qui est intéressant, c'est que les étudiants et les étudiantes de la chaire, qui sont, on vous l'a dit, à parité nord-sud de la Méditerranée, du point de vue de leur lieu de naissance, ne sont pas à parité du point de vue de leur appartenance académique. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. L'une des conséquences majeures de ces migrations, c'est aussi une conséquence sur le plan de la démographie religieuse. Jusqu'aux années 60-70, début des années 60, la diversité religieuse est plus forte au sud et à l'est de la Méditerranée qu'au nord. Depuis, le rapport s'est inversé. La diversité religieuse est beaucoup plus forte au nord de la Méditerranée qu'au sud. Vous le reliez bien sûr à l'histoire coloniale, mais pas seulement à l'histoire coloniale, à d'autres facteurs, et notamment celui des migrations. Alors, comment expliquer ces phénomènes migratoires? D'abord, le poids économique. L'ensemble de ce qu'on appelle l'Union pour la Méditerranée pèse, au moment où je vous parle, à peu près 30% de l'ensemble des exportations mondiales. Mais il y a 20 ans, c'était 40%. Donc l'Union pour la Méditerranée, en 20 ans, a perdu 10% pour les exportations mondiales. C'est vous dire le poids économique ici qui s'affaiblit très rapidement. Alors c'est évidemment comparé à la Chine et aux États-Unis et à l'Inde. Il y a certes des progrès qui sont accomplis par la Turquie, les Balkans, l'Afrique du Nord, mais ils restent très modestes en comparaison de ce qui se passe au nord de la Méditerranée et surtout des grandes puissances qui sont à l'extérieur de ces espaces-là. Si je rentre un peu dans le détail, il faut savoir que moins de 50% des habitants de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord disposent d'un compte bancaire. Et c'est encore moins pour les femmes. Ça a des conséquences sur tous les rapports économiques et financiers d'une société, ça. Et je ne parle pas des grosses infrastructures de transport. Ces inégalités, elles continuent à s'accroître entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et on pourra parler de paix et de dialogue tant qu'on voudra, tant qu'il y aura ces inégalités et l'accroissement de ces inégalités, les tensions continueront à croître. Les acteurs du monde de la recherche sont toujours plus nombreux au nord et ils bénéficient de davantage de moyens. Peut-être certains d'entre vous vous souvenez du rapport de 2003 sur le développement humain dans le monde arabe. Il a provoqué un électrochoc. Parmi d'autres révélations, ces auteurs ont montré que, en 1000 ans, le monde arabe avait traduit moins d'ouvrages que l'Espagne ne l'avait fait en une année. En 1000 ans. Alors, à ce moment-là, en 2003, ils ont plaidé pour une construction de société du savoir dans le monde arabe, fondée sur la garantie des libertés fondamentales, la dissémination d'une éducation de qualité. On est 2 décennies plus tard. Eh bien, je vous invite à regarder les taux d'investissement dans la recherche et le développement. Je ne vais pas vous assaillir de chiffres. Israël, 6,35% de son produit intérieur brut. L'Union européenne, 1,58%. L'Afrique du Nord, 0,66%. Est-ce que vous pensez qu'on va réduire les inégalités? En tout cas, ça n'en prend pas le chemin. D'accord? Le potentiel des acteurs de cet espace du sud et de l'est de la Méditerranée est bridé encore plus par des tensions, crises et guerres en cours. Les victimes se comptent par centaines de milliers. La Syrie, c'est plus de 500 000 morts.
au cours d'une guerre fratricide, mais qui a impliqué également des puissances étrangères. Et donc, ici, les conséquences sont évidemment très fortes. Il faut penser également au régime politique. 7 êtres humains sur 10 en 2025 ne vivent pas dans un régime démocratique. Et les régimes du sud et de l'est de la Méditerranée sont des régimes tenus par des dynasties ou par des forces militaires. La citoyenneté, dont on parlera dans le cadre d'un des moments de cette année académique de la chaire Méditerranée, religion et société, permettra de comprendre la différence essentielle qu'il y a entre une égalité fondée sur des communautés et une égalité fondée sur des sujets individuels. Ça a des conséquences absolument considérables. En régime autoritaire, la gestion juridique de la pluralité de la société prend 2 modalités. Première modalité, celle qui est par exemple héritée de l'histoire et qui concerne les États qui se réfèrent constitutionnellement à l'islam. Il y a une communauté dominante qui dispose de davantage de droits que les autres, même si le nombre d'objets révélateurs de ces inégalités est plus ou moins important suivant les sociétés. Alors on le voit, cette inégalité, par exemple, dans les unions conjugales. Une musulmane ne peut pas ou toujours pas épouser un non-musulman. Dans la plupart de ces pays-là, il y a quelques exceptions, par exemple la Tunisie depuis 2017, officiellement. Mais tous les juges ou tous les fonctionnaires de l'état civil n'acceptent pas ces unions-là. Et quand vous êtes musulman, vous n'avez pas légalement le droit de quitter l'islam si vous le souhaitez. Donc il y a ici une inégalité de droit. Deuxième modalité, toujours en régime autoritaire, c'est celle qui a concerné les régimes communistes, par exemple celui de l'ex-Yougoslavie. L'athéisme d'État visait à penser les religions comme des éléments qui allaient disparaître au terme d'un processus d'éducation des masses, ça on le sait. Il y avait une tolérance limitée de la pratique cultuelle et des grandes phases de persécution. Et alors, une des manières de ces régimes communistes, ça vaut pour les Balkans, mais ça vaut pour l'URSS qui a donné le modèle, et ça vaut pour la Chine populaire, de penser l'islam, c'est de l'ethniciser. Vous devenez un musulman ethnique et on gère votre question comme une question nationale et pas d'abord comme une question religieuse. Ça a tout un tas de conséquences après, et c'est pour ça qu'on a parlé de musulmans pour parler d'une partie de la population de Bosnie-Herzégovine. Mais il y a 2 siècles, on n'en parlait pas comme ça. Et donc, il y a eu une ethnicisation de l'islam en Bosnie-Herzégovine. Voilà pour les régimes autoritaires et la gestion du religieux. En régime libéral, 2 modalités aussi. Première modalité, c'est celle qui privilégie officiellement une communauté et assume un régime de droit inégalitaire. L'État d'Israël est un État libéral. Il y a une liberté de presse, une liberté d'expression, une liberté de vote, mais c'est un État inégalitaire, juridiquement inégalitaire. Les juifs et les non-juifs n'ont pas les mêmes droits avec la loi du retour ou la loi sur la propriété des absents. Il en va de même au Liban. Le Liban est un État relativement libéral, mais il n'y a pas égalité de droits, puisque le pacte national, qui est un pacte oral de 1943, a donné plus de droits à certaines communautés sur d'autres. Ce sont les communautés qui dirigent vraiment le pays, qui se sont entre-déchirées pour ceci. Je veux parler des maronites, des sunnites et des chiites principalement, mais d'autres ont également des droits dans ce cadre-là. Alors je m'arrête sur cet exemple-là, et j'ai évoqué ce matin avec un journaliste les limites du modèle. Les limites du modèle, et ça me ramène à la question des cités, c'est la ville de Paphos à Chypre et des autres villes chypriotes. Tous les ans, dans ces villes chypriotes, il y a des milliers de mariages civils qui sont reconnus par des officiers de l'état civil chypriote et ensuite reconnus par l'état libanais ou par l'état israélien. J'explique. Au Liban et en Israël, c'est la loi religieuse qui prime. Et vous ne pouvez pas vous marier civilement. Mais ces 2 États acceptent des mariages civils passés à l'étranger. Je vais un peu plus loin dans mon image. Les Israéliens et les Libanais sont en guerre depuis 1948 de manière continue. Enfin, il y a un armistice, mais de manière continue depuis 1948. Et ils font la même chose les mêmes jours dans les mêmes municipalités pour ensuite fêter ces unions civiles dans les mêmes hôtels, autour des mêmes piscines et en dansant sur les mêmes musiques.
C'est intéressant ici de voir le cas des cités et le contournement des autorités religieuses et politiques. Je ne parle pas de 10 personnes, je parle de milliers d'unions sur ces deux États, tout simplement. Il y a une deuxième modalité de gestion du droit dans les États libéraux, et c'est ce qui est connu au nord de la Méditerranée principalement, c'est-à-dire en principe l'égalité en droit de tous les citoyens disposant de la nationalité du pays. Dans ce cadre légal, il est possible, c'est le cas en Italie par exemple, de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou de conviction sans aucune crainte pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté. Il y a pourtant des différences entre les cultes. Et c'est très intéressant ici de souligner le fait que la différence porte non pas sur les droits des citoyens, mais sur les droits acquis par des cultes au cours de l'histoire. Je prends 3 exemples. En France, avant ou au moment de la loi de séparation, les parlementaires décident de prendre en charge les lieux de culte qui ont été construits, de l'Église catholique, qui ont été construits jusqu'en 1905. Pas ceux qui sont construits après, mais qui ont été construits jusqu'en 1905. C'est un héritage de la vente des biens nationaux et de cet épisode révolutionnaire violent dont je vous ai parlé tout à l'heure. En Italie, vous connaissez la différence entre le régime du Concordat pour l'Église catholique et le régime de l'Intensa pour les autres cultes, qui n'est pas d'ailleurs accordé à tous les cultes qui en font la demande. En Allemagne, vous avez le Kirchensteuer ou le Kultussteuer pour certains cultes et pas pour d'autres. Donc il y a des différences de droit pour les cultes, mais pas pour les sujets citoyens. Et c'est ici très remarquable. Je termine avec ce qui est vu du côté des responsables des cultes. Je voudrais insister, pour achever ce parcours, sur le défi qu'a représenté la modernité philosophique et politique. C'est vraiment un défi très profond. Les autorités protestantes ont, dans plusieurs pays anglo-saxons, depuis le XVIIe siècle, participé au processus de libéralisation et de démocratisation avec des limites. Je prends 2 exemples de cas limites. Quel est le conflit religieux ou politico-religieux le plus long dans l'espace européen, îles britanniques confondues? C'est celui de l'Irlande du Nord. Ce qui montre que ce n'était pas si facile que ça pour des églises protestantes d'accepter l'égalité des droits pour les catholiques. Je pourrais parler évidemment de la question de la division des églises protestantes sous les régimes nazis. Qu'en est-il des autorités catholiques? Aux catholiques libéraux qui sont venus chercher en 1802 le Grégoire XVI, je vous invite à la lire. Le pape condamne alors la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté de culte, la liberté d'association et la liberté de presse. Qu'est-ce qu'il a en mémoire? Il a en mémoire les violences de l'épisode révolutionnaire français. Ce texte et d'autres ont servi de matrice au catholicisme intégral dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les expressions les plus fermes, notamment dans l'entre-deux-guerres et encore après le second conflit mondial, ont prévalu dans les pays hispanophones, l'Espagne et également en Amérique latine. Ça valait également pour l'Autriche de Monseigneur Seipel dans l'entre-deux-guerres. Mais il y a eu des inflexions. Et on peut repérer ces inflexions. Le message de Noël de Pie XII, décembre 1944. L'adresse de Pie XII au juriste catholique italien, 1953. Et évidemment, les textes du Concile Vatican II. Inflexion significative qui marque, alors attention ici, et je parle devant des connaisseurs, une acceptation pratique du régime libéral, mais ce n'est pas un quitus pour les fondements philosophiques de ce régime, avec une critique sur les fondements philosophiques de ce régime pour certains, c'est-à-dire sur quoi repose votre liberté? Sur le vrai, le beau et le juste. Qu'est-ce que c'est que le vrai, le beau et le juste? Qu'est-ce que c'est que la vérité objective? Il y a ici, bien sûr, un abîme de réflexion et de débat. Les églises orthodoxes autocéphales, comme la Grèce, celle de la Grèce ou de la Bulgarie, n'ont qu'une faible et récente expérience de démocratie ou de vie démocratique libérale. Les préventions à l'égard de tout ce qui vient des milieux de la lointaine culture latine, et qui plus est sous une forme sécularisée, restent fortes. Et les arguments théologiques croisent souvent des positions nationales qui visent à défendre une identité patrimoniale et un certain nombre de privilèges plutôt qu'à discuter des règles du régime qui ont succédé aux périodes autoritaires. Pour ce qui est des autorités juives, il faut distinguer très fortement entre celles qui sont sous régime démocratique égalitaire,
de l'espace du nord de la Méditerranée, et ce qui se passe autour du grand rabbinat de Jérusalem, donc dans l'État d'Israël. Vous voyez ici des écarts sur la manière de comprendre et de concevoir le droit. Enfin, les autorités religieuses musulmanes, les oulémas, en particulier les fuqaha, je vous l'ai dit, ont défendu pendant des décennies l'alternative ou le projet alternatif d'un régime islamique englobant, contre le modèle de l'État-nation, d'une part, comme alternative aux régimes libéraux et socialistes pendant la période de la guerre froide, d'autre part. Alors, ces oulémas n'ont pas d'héritage juridique majeur à revendiquer dans le champ du droit administratif. Ce n'était pas très développé. Si vous prenez le corpus ou les corpus de fiqh, le droit administratif n'est pas développé. Donc là, il y a un boulevard pour le droit administratif moderne. Pour une grande partie du droit commercial aussi. Mais ces oulémas se focalisent sur des critères d'islamité que sont le droit pénal et le droit personnel ou le droit familial. C'est là ce qui fait la particularité. Et ça a créé des États qui se sont dits constitutionnellement islamiques ou des régimes qui ont été considérés comme islamiques. Avec par exemple dans le Soudan de Nimeiri l'adoption d'un code pénal qualifié de chariatique ou d'islamique. Dans la province indonésienne d'Aceh également l'introduction de la charia dans le code pénal. Mais ce qui s'est passé sous l'autorité de Daesh a provoqué un traumatisme. Et la crise de la pensée au sein des oulémas contemporains est liée à ce traumatisme créé par ce qu'ont appliqué les responsables de Daesh en matière d'enseignement religieux. Je conclus. La prise en compte de la longue durée a permis de mettre en évidence des basculements de rapports de puissance autour du bassin méditerranéen. Je vous renvoie aux 6 premières cartes. Et il vous manquait la dernière, je ne vais quand même pas vous l'enlever. Le moment contemporain, celui que vous voyez sur cette dernière carte, est bien celui d'une asymétrie. Alors, je le précise pour ceux qui peuvent regarder ces cartes-là, l'échelle n'est pas la même pour les villes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans les 7 cartes que je vous ai montrées ce soir, les basculements de rapports de force en fonction de la puissance des villes les plus importantes. La période contemporaine, pour la période contemporaine, il y a une différence. Prenez le cas du Caire. Le Caire, c'est une force démographique considérable. Mais l'Égypte est un État très fragile sur le plan économique. Et donc, on a ici quelque chose qui s'est désaxé entre la puissance démographique et la puissance économique. C'est important d'en avoir conscience. Et c'est important d'avoir conscience de cette asymétrie pour parler de dialogue et de paix. Sur cette vaste toile de fond, des spécialistes confirmés ou en herbe participeront aux activités de la chaire Méditerranée, religion et société. Avec modestie, mais sans complexe ni naïveté, je crois avoir essayé de vous le montrer ce soir, ils s'emploieront à développer des analyses dans les champs des sciences humaines et sociales comme du droit. Au cours de la première année, leur attention sera focalisée sur 2 points. La prégnance de cités méditerranéennes comme lieu d'initiative et d'expérience collective. Alors j'ai cité un certain nombre de villes au cours de ce parcours de 2000 ans, mais je pourrais par exemple pour aujourd'hui parler de la ville de Spolète, qui est un lieu d'initiative extrêmement intéressante. Et puis en même temps le rôle soutenu ou contesté d'acteurs religieux dans la formulation de représentations de l'altérité, religieuse ou non religieuse, ainsi que dans l'énonciation de règles de normativité qui prévalent pour des communautés humaines. Je souhaiterais, pour terminer, remercier le père Wassim Salman pour son accueil, qui est très très précieux, remercier Roland Dubertrand, remercier Laurent Toulouse et tous ceux qui ont contribué à la fondation de cette chaire, remercier les collègues qui ont accepté de participer aux activités de cette chaire en 2025-2026, et ils seront plus d'une demi-douzaine. Remercier le réalisateur de ces cartes superbes qui vous ont permis de suivre le parcours historique et de l'Institut que j'ai l'honneur de diriger. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur
professeur Avon pour cette conférence très riche du point de vue historique, géographique, culturel, droit, etc. Je me rends compte des difficultés de suivre vos cours durant la chaire pour cette année. Ce sera pas une mission très facile, mais je suis vraiment jaloux que les étudiants auront cette possibilité de suivre vraiment faire cet approfondissement sur les villes, sur la géographie, sur l'histoire. Vraiment, c'est formidable. Donc, comment entrer dans les détails, dans le contexte, et ne pas faire un dialogue général avec les autres religions, quand on parle les musulmans, c'est pas ça. Il y a des habitants des villes, il y a des cultures, il y a des particularités qu'il faut connaître et ensuite commencer à dialoguer, ensuite commencer à lancer des messages. Et donc, vraiment, le parcours historique était très utile pour nous, pour vraiment comprendre davantage l'actualité. Donc, vous avez le temps de poser des questions. Et merci. J'espère ne pas vous avoir étouffé hein, ou endormi. Je vous remercie beaucoup pour votre conférence et pour ce voyage en Méditerranée à travers ces quelques cartes. Et la question que je me propose de vous présenter est celle de l'insignifiant et de sa valeur en Méditerranée. Parce qu'on parle beaucoup des grandes villes et la carte ultime que vous présentiez laissait entendre que n'apparaissent que les villes de plus de 1,5 million habitants. Et en faisant le tour de la Méditerranée, je me rends compte de l'importance de tout ce qui n'est pas signifiant. La découverte de l'Albanie m'a particulièrement marqué ces dernières années. Et je me demande si les ressources de la Méditerranée ne sont pas précisément dans la force de ce qui n'est pas repérable par des analyses macro. Alors, mille merci pour votre question. Et il se trouve que dans le cadre de l'université d'été qui sera organisée au début du mois de juillet prochain, chaque jour de la semaine sera consacré à l'étude d'une ville par un collègue spécialiste. Alors, ces villes, vous aurez Istanbul, Jérusalem, Beyrouth, Marseille, et puis il y en a une cinquième qui est Crotone. On me dit, mais pourquoi Crotone? Les quatre autres, on comprend, c'est le macro. Eh bien, Crotone, c'est la réponse à votre question. Parce que précisément, à Crotone, il se passe des choses, ou il s'est passé des choses auxquelles on ne pense pas, notamment en lien avec les migrations et les migrants qui ont traversé la Méditerranée, des choses en matière de rencontres interreligieuses, de pratiques, de terrain. Et donc, précisément, l'objectif de cette université d'été est de montrer qu'il ne faut pas se contenter uniquement de penser à partir des lieux de pouvoir. Je ne pouvais pas tout traiter, mais il faut également penser des lieux qui ne sont pas des lieux de centre de pouvoir. Vous avez parfaitement raison. Merci infiniment pour votre conférence qui est richissime. J'ai cru comprendre que vous l'avez répété 2 ou 3 fois, que le dialogue était, était une fin en soi. Vous avez dit, si j'essaie de reprendre fidèlement ce que vous avez dit, que on peut parler du dialogue, mais s'il n'y a pas s'il y a les inégalités, donc j'ai cru comprendre que le dialogue ne servait pas. Or, je pense que le dialogue, c'est un moyen pour lutter contre ces inégalités. Donc, c'est juste une réflexion comme ça. Merci. Je me suis sans doute mal exprimé. Je ne vais pas parler
à ceux qui sont engagés dans le cadre de dialogue et qui peuvent le considérer comme une fin en soi. J'ai simplement voulu indiquer, en le pondérant, cette affirmation de la nécessité du dialogue, que si on ne tenait pas compte des inégalités entre les acteurs, de ce qui pèse lourd et dans leur quotidien et dans leur mémoire, on passe à côté d'un certain nombre de choses. Et on ne va pas jusqu'au fond des choses, plus exactement. Et donc, on passe un bon moment ensemble, mais au-delà, qu'est-ce que l'on peut faire si on ne traite pas les enjeux de fond? C'est juste ce que j'ai voulu dire. Mais après, je n'ai pas, moi, à dire si ça doit être une fin en soi. C'est-à-dire, je ne suis pas un prescripteur. Je constate juste que, par exemple, j'ai travaillé sur les acteurs du dialogue catholico-sunnite ou catholico-musulman euh, du début des années 70 jusqu'en 2010 principalement. Il y a dans les premières années, notamment la décennie 70, des formes d'enthousiasme avec des moments plus délicats. Celui de Tripoli, le congrès de Tripoli est un moment très délicat, mais il y a une forme d'enthousiasme pour dire, ben voilà, on va parler ensemble. Et puis après, il y a des formes d'affaiblissement et d'épuisement. Parce qu'on continue à se dire les mêmes choses entre les uns et les autres, mais pour faire quoi? Donc là, on a des limitations. Et puis surtout, on voit que aucun des problèmes de fond, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, ne sont réglés en parallèle. Donc je ne nie pas du tout l'intérêt de ces dialogues-là. Je constate que les acteurs eux-mêmes, au bout d'un certain temps, quand ils se contentent de dire on se met à table et on dialogue, sont conscients que ça ne peut pas se satisfaire en soi-même, ça. Si vous pouvez seulement vous présenter, s'il vous plaît. Mario Giro de la communauté de Sant'Egidio. J'ai trouvé très intéressant ce que, parmi tant de choses, ce que vous soulignez sur la démographie, le fait démographique. Et par exemple, la chute de la population dans l'espace méditerranéen, mais c'est global en réalité, parce que les démographes disaient on en serait arrivé à 11 milliards, et puis ils ont dit 10, maintenant même pas 9 probablement. Et tous les pays, ou quasiment tous les pays, sont en décroissance, même l'Inde, et qui a dépassé la Chine, est allé tout de suite en décroissance, sauf quelques pays. Israël, par exemple, est en croissance, et encore, ou les États-Unis. Mais pour le reste, l'Afrique aussi. Mais pas tous, hein. C'est des données très intéressantes qui auront disons, un impact aussi du point de vue sociologique et politique, bien sûr, et religieux. Vous avez raison, et c'est pour ça que je vous ai montré deux graphiques, c'est-à-dire j'ai essayé de vous montrer que ce rapport n'était pas linéaire du tout, c'est-à-dire on ne part pas d'un tiers de la population mondiale et on arrive aujourd'hui à 10%. Ça a bougé dans le temps, hein. Au cours des 2000 ans, il y a eu des rapports qui ont varié au cours du temps, et il n'y a pas de raison que ça ne varie pas, ça ne continue pas à varier. Mais j'ai voulu insister sur le fait de l'accélération de ces 7, 8 dernières décennies, où là, il y a un décrochage de l'espace méditerranéen par rapport au reste du monde. Un vrai décrochage, hein. Quand on passe la population européenne, en un siècle, elle a diminué de 3 fois ce qu'elle était, la population européenne. Donc là, on n'est jamais allé aussi vite dans l'histoire. Donc ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur le poids de la population européenne, sa force économique, sa force technologique, ça a des conséquences sur tout. Niccolo Bianchini. Ah oui, Niccolo Bianchini, CMA-CGM. Moi aussi, j'ai trouvé très intéressante bon, toute la présentation, mais notamment la partie sur la démographie et plus spécifiquement sur l'asymétrie. Aujourd'hui, justement, il y a une forte asymétrie entre poids démographique et poids économique. Or, si les Américains disent toujours la démographie, c'est le destin, on observe aussi à l'âge des l'IA, à l'âge des innovations, justement, une perte d'importance du facteur de l'élément humain, au moins en termes quantitatifs, et plutôt
euh, un accroissement de l'importance de l'IA. Est-ce que vous pensez que c'est donc une inévitabilité de rééquilibrer ces deux poids ou en considération des nouvelles tendances technologiques, pas forcément, et quelles peuvent être les conséquences? Merci. Alors, c'est le type de question auquel moi, historien, je ne peux pas répondre. C'est-à-dire, je ne fais pas de projection, je vous raconte ou j'essaye de vous proposer des analyses de ce qui s'est passé jusqu'à ce matin. Et ce qui va venir demain, je suis bien incapable d'y répondre. Je constate, comme vous, et j'ai insisté sur vraiment le décalage qu'il y avait entre les deux, alors que pendant des millénaires, ça a été conjoint. Donc ça, c'est très important d'en avoir conscience. Ce qui aussi, et je pourrais insister là-dessus, les responsables états-uniens, comme chinois d'ailleurs, ils ont également conscience que c'est ceux qui maîtrisent les technologies qui seront devant. Et donc, ce n'est pas simplement la démographie. Donc, ils veulent maîtriser tout ce qui relève de la technologie. Et de fait, ça se renforce. Et c'est là où ils mettent l'argent, c'est là où ils investissent. Je n'ai pas développé sur les taux d'investissement dans la recherche et le développement, mais le décrochage de l'Union européenne par rapport aux États-Unis et à la Chine, il est très fort. Et on a évoqué Israël. Quand Israël consacre plus de 6% de son PIB et l'Union européenne 1,50%, vous voyez, là, ce n'est pas une question de poids démographique, hein, et ça a des conséquences, y compris sur le plan militaire. Je vais rentrer un peu dans un exemple concret. En 2006, l'armée israélienne échoue devant le Hezbollah dans la guerre des 33 jours. C'est un échec plein. Le Hezbollah est convaincu qu'en continuant à développer le type d'armement et de modalités de résistance qu'il a développé au Liban de 1993 ou 92 à 2006, et en particulier après 2000, c'est-à-dire le retrait israélien du Liban Sud, il va s'en sortir. En quelques mois, il s'est aperçu que Israël, de 2006 à 2023, avait développé des moyens qu'il n'imaginait pas du tout. Et quand on a interrogé des militants du Hezbollah, ils ont dit, et ils étaient des combattants, hein, je ne parle pas ici d'opposants au Hezbollah, ils ont dit, ils ont à 1 million d'années-lumière de nous sur le plan technologique. C'est en 18 ans que ça s'est passé. Donc c'est très important. Ce dont nous parlons sur le plan militaire, comme sur celui de la paix, hein, mais il faut parler du militaire, ça a des conséquences énormes. Merci, Monsieur Dominique. Je suis Bernard, étudiant au PISAI. J'ai deux petits soucis. Le premier, c'est que je vous ai trouvé passer le mois un peu dubitatif en parlant de la réduction des inégalités. Je me permets de vous considérer comme un chercheur et donc quelqu'un qui puisse apporter des solutions à des difficultés de la société. Et quand déjà celui qui peut montrer la route aux autres se met dans des hésitations, j'ai comme l'impression que rien ne pourra marcher dans l'avenir. Si, au sortir d'une conférence comme celle-ci, et c'est celle-là la première question, un journaliste vous tendait le micro et vous posez la question sur les inégalités, pas seulement dans l'espace de la Méditerranée, mais les inégalités, surtout sociales dans le monde, quel pourra être votre conseil? La deuxième préoccupation, c'est Alors, je vais distinguer deux choses. D'abord, comme je l'ai dit, moi, mon modeste rôle, c'est d'essayer d'analyser ce que j'observe à partir de sources écrites, audiovisuelles ou de témoignages directs oraux jusqu'à ce matin. Quand je regarde euh, les produits intérieurs bruts des différents pays de l'Union pour la Méditerranée, donc vous en avez 27 d'un côté, une quinzaine de l'autre, qu'est-ce que je constate? C'est que depuis la fondation de l'Union pour la Méditerranée, en dépit de progrès de pays comme, je l'ai dit, la Turquie ou autres, ces inégalités se creusent. Je n'y peux rien. Mais je ne vais pas vous dire autre chose si ces inégalités continuent à se creuser. Alors après, vous me dites, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, à notre modeste place, qu'est-ce que l'on fait?
la chaire Méditerranée, religion, société dit on ne va pas s'intéresser uniquement aux étudiants qui sont du nord de la Méditerranée ou qui travaillent au nord de la Méditerranée, on va également recruter des étudiants ou des doctorants qui viennent du sud de la Méditerranée. Et comme on sait qu'ils ont moins de moyens, eh bien, on met de l'argent sur la table. Et on met de l'argent grâce à des mécènes, grâce à des fonds publics, grâce à un accueil qui nous est fait ici. Voilà, c'est notre contribution modeste. Autre exemple de contribution, depuis 1992, je travaille avec des collègues du sud de la Méditerranée. Ça fait 33 ans que je vais au sud et à l'est de la Méditerranée pour participer à la formation d'élèves, d'étudiants, d'étudiantes. Depuis 33 ans. Et quand j'avais 25 ans, j'ai été effaré de voir un ministre d'un pays que je ne vais pas nommer venir voir des élèves qui avaient 15 ans pour leur dire, vous êtes les meilleurs, dès que vous avez passé votre bac, on vous accueille chez nous. Et évidemment, 20 ans après, il n'y avait plus aucun des élèves de cette classe de 42 qui était resté en Égypte. Plus aucun. Donc, moi, j'étais allé travailler 2 ans là-bas pour aider à former ces élèves. Très modeste contribution. Et voilà 20 ans après, parce qu'un ministre, ce n'est pas lui, c'est la manière. Donc, si vous voulez, voilà, concrètement, on travaille avec, et je salue ceux qui nous écoutent à distance, parce qu'il y en a qui travaillent eux-mêmes justement dans les sociétés et dans les universités du sud de la Méditerranée, parce qu'il faut que des élites restent et viennent. Je ne juge absolument pas les élites qui quittent ces élèves. Je continue, ces élèves des années 90, je continue à avoir des liens avec eux, hein. Mais ils ne sont plus en Égypte. Ils sont en Amérique du Nord, Canada, ils sont en Australie, ils sont en Europe, c'est fini. Voilà. Donc je suis désolé si je vous ai déçu, mais j'analyse les faits et puis après, j'essaye d'agir à mon modeste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Borden, président de l'Institut pontifical Jean-Paul II. Je voudrais vous poser une question de pédagogie de la recherche, parce que j'ai été particulièrement intéressé justement par les deux principes que vous avez posés au début. Travailler non pas sur les faits, mais la manière d'en parler et l'analyse. Étant en contexte très international, j'estime que c'est fondamental et que ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Donc, ça m'intéresserait de savoir comment dans la chaire, pédagogiquement, avec des chercheurs de différentes régions, comment vous mettez ça en œuvre. Et puis parce que nous avons un programme de recherche en commun sur la théologie contextuelle en Méditerranée entre Pisaille et l'Institut Jean-Paul II, j'aimerais savoir comment s'articulent les conférences et les moments de séminaire et l'université d'été. Hein, donc, on a entendu ces différentes villes. Comment est-ce que vous concevez le parcours et l'articulation de tout cet ensemble? Alors, il ne faut pas demander au programme de la chaire plus que ce qu'il peut donner. C'est-à-dire que nous n'avons pas un séminaire annuel avec des rencontres hebdomadaires qui nous permettent d'avoir une continuité dans la structure de l'enseignement. Donc, ce sont 4, 5 moments de l'année. Aujourd'hui, c'est un moment où on cadre les choses et la méthodologie. Donc, ça vous a paru peut-être un peu très synthétique, un peu abscon, mais c'est le moment cadre où j'essaye de montrer l'intérêt de l'histoire et surtout d'un rapport à l'histoire sans tabou. Donc, ça c'est très important. Et pour le relier au début de votre intervention, je le tire d'une pratique de coopération avec des collègues de l'Université d'Agadir, de Kaslik, de l'Université libre de Bruxelles, de l'Université de Genève et de l'Université du Mans, où pendant plus de 10 ans, on a travaillé à l'élaboration ensemble de cours en ligne, en français, traduits en arabe et en anglais, qui sont accessibles librement. Et tous les ans, il y a plus de 60 enseignants-chercheurs qui ont travaillé ensemble, on a appris à travailler ensemble. Et donc, cette affirmation que j'ai posée au début, nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé hier, mais nous sommes responsables de la manière dont nous en parlons, était fondamentale.
Parce que si on commence à dire, non, mais vous avez telle identité nationale, donc vous devez répondre de... Là, c'est fini. On arrête la discussion. C'est-à-dire, si on doit répondre ou de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou de la conquête de l'Algérie, c'est fini. Par contre, la manière dont on en parle, c'est-à-dire on va parler des massacres, on va parler de tout. Il n'y a rien qui n'est caché. Ça, c'est très important. Et on a appris à le faire ensemble. Donc, avec les étudiants et les étudiantes de la chaire, on travaillera comme ça. En tout cas, c'est pour la première année. Puisque c'est avec moi, c'est comme ça que je vais leur dire de travailler. Sur le second point, la question de l'articulation, vous avez vu qu'il y a trois termes, hein, c'est autorité religieuse, altérité et cité. Donc, le premier grand temps d'enseignement et de théorie, avec deux juristes, on va travailler sur cette question qui n'est pas, dont l'évidence n'apparaît pas à tout le monde. C'est-à-dire, quelle est la différence entre un droit fondé sur des communautés et un droit fondé sur des sujets individuels? C'est absolument fondamental. Euh, si vous êtes un citoyen égyptien, vous ne pouvez pas être bouddhiste. C'est curieux parce que quand vous regardez la constitution égyptienne, vous avez marqué l'égalité de droits des citoyens. Ben, c'est parce qu'il y a une autre donnée dans la constitution, c'est qu'il n'y a que trois types de communautés reconnues, musulmanes, chrétiennes et juives. Et donc c'est fini. Vous ne pouvez pas être un citoyen égyptien en dehors de ça. A fortiori, vous ne pouvez pas être un citoyen égyptien athée. D'accord? C'est légalement impossible. Donc, lorsqu'on vous dit il y a liberté de culte, oui, mais liberté de culte pour des communautés reconnues. Vous voyez la limite. Donc, on va réfléchir à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et le deuxième temps, sera de réfléchir à partir du cas romain. Ce sera la ville du deuxième temps. Je vais proposer, avec une collègue spécialiste de Rome, un pas de côté. Rome, on pense tout de suite catholicité. Et le sujet qui a été choisi pour parler de Rome, c'est Rome, le Saint-Siège et les institutions non catholiques, religieuses non catholiques, c'est-à-dire où sont les institutions religieuses qui ne sont pas catholiques à Rome, pas simplement chrétiennes non catholiques, mais également bouddhistes, musulmanes et tout autre. Et donc on va essayer de penser Rome, non pas à partir uniquement de son cas catholique ou de sa réalité catholique, qui est centrale évidemment, mais à partir de sa réalité non catholique. Donc une réflexion là-dessus qui aura des connexions avec le premier point. Et puis, le temps de l'université d'été sera l'étude de ces 5 villes, chaque collègue apportant sa propre discipline. J'ai pris des collègues de disciplines différentes. Donc, il y aura une anthropologue. Sur Crotone, c'est une anthropologue. Sur Beyrouth, c'est un théologien. Et donc, je vais aussi inviter les étudiants et les étudiantes à penser à partir de disciplines différentes. Donc, ce n'est pas simplement qui feront des exposés après la présentation sous forme de conférence du spécialiste. Voilà. Je pense qu'on peut conclure, je pense, après, ça- je pense que vous êtes pas fatigué, mais vous êtes content d'avoir entendu cette conférence. Et donc, moi, je suis vraiment très enthousiaste de suivre de voir le parcours de cette année. Merci d'avoir rendu notre soirée possible, cette belle conférence. Merci pour le débat. Merci pour votre présence, dont on est très honoré. Et vous êtes tous invités au buffet. Et je demande aux étudiants de se présenter au professeur Avon. Donc, ça sera la première, ceux qui sont présents, donc, de se présenter, de faire la connaissance de votre titulaire qui va vous suivre durant cette année. Et bonne soirée et bonne année académique.